BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Bonjour Jean-François Filiatre. Bonjour Cédric. Le directeur éditorial de Marché Gagnant. Je crois que je connais votre sujet de la semaine. On s'était quitté la semaine dernière avec une question d'auditeur sur les vieux PEL où vous n'aviez pas caché votre énervement et j'imagine que vous n'avez pas manqué le rapport de la Cour des comptes qui propose de remettre en cause les règles des vieux plans. Et du coup, vous êtes chaud ? Je suis navré, Cédric, d'être aussi prévisible. Alors, focalisons-nous sur la partie PEL de ce rapport. Avec un premier constat, moi, je pensais que la Cour des comptes, c'était des contrôleurs d'un certain âge qui faisaient des rapports. Bien, a priori, c'est pas du tout le cas, car leur mémoire du PEL se limite à peu près à une dizaine d'années. Soit ce sont des jeunes contrôleurs qui n'ont pas d'historique, soit ce sont des contrôleurs plus âgés, mais qui ont perdu la mémoire. Bon, vous avez vos marottes et le PEL en fait partie. Pourquoi cet attachement à ce produit d'épargne ? En fait, je défends l'épargne dans toutes ses expressions et dans tous les milieux sociaux. Je pourrais à la fois défendre des sujets au profit des gros patrimoines, tout en étant un ardent défenseur de l'épargne populaire. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du PEL, parce qu'il est né avant moi, de peu. Mais en revanche, je vais vous en donner mon souvenir de gamin. Le PEL, pour moi, c'est l'archétype de l'épargne populaire de l'époque. Et son évolution révèle toutes les dérives des systèmes, non pas au cours des 10 dernières années, mais au cours des 40 dernières. Alors, c'est vrai que si je vous dis épargne-logement, vous savez que ça se décline en deux formes, le CEL et le PEL. Quid de la différence ? Il y en a un où on peut retirer alors que l'autre c'est plus à long terme, non ? Alors, vous êtes comme moi, vous êtes un vieux. Alors, au-delà de la blagounette, on a beaucoup de questions autour de l'éducation financière des épargnants sous prétexte qu'ils ne sont pas suffisamment bons. En fait, ce que vous venez de me dire, c'est crucial. Un compte, on peut peu ou prou payer avec. Alors qu'avec un plan, on a des engagements, plan égale planification. Alors, en ce sens, la formule du PEL dans les années 70 et 90 est un vrai message en matière d'épargne populaire. L'idée, c'est quoi ? Souscrivez un PEL en mettant tous les mois un peu d'argent de côté pour vous constituer un petit pécule avec l'objectif d'assouvir un désir que vous avez, c'est-à-dire acquérir un logement. Mais on vous laisse en plus le choix car on vous propose une option gratuite. C'est de prendre ou non la décision d'obtenir un prêt d'épargne logement à un taux qui est défini dès l'origine pour faire ou non cette opération. Alors, aussi bien dans l'encouragement de l'épargne régulière que dans les marges de manœuvre données aux épargnants, le PEL est à mon sens le produit le plus pro-épargnant qui n'ait jamais existé dans la planète de ce qu'on a eu en France. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui le seul produit à taux fixe qui existe encore depuis la fin des taux garantis en assurance vie, car rappelons-le aujourd'hui, le livret A et le fonds en euros des contrats d'assurance vie, c'est du taux variable. Bon, on comprend la passion, surtout quand on suit ça régulièrement, mais on ne va pas refaire l'histoire. Si, on va refaire l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'elle est très instructive. Et si les instances se permettent de juger les épargnants, les vieux PEL s'apparentant, si j'écoute la Cour des comptes, à une véritable rente. Alors, juste petite parenthèse, ça me fait quand même mourir de rire de voir sortir un propos de la sorte quand l'inflation est à 6% et que plus aucun PEL, presque, ne permet le maintien du pouvoir d'achat. Donc, si les autorités se permettent de juger les épargnants, moi je ne vois pas pourquoi, par principe de réciprocité, les épargnants ne pourraient pas faire de même. Donc, attaquons sur le sujet de la pédagogie. Je vous dis, PEP, PEA, PER. Quoi, vous voulez que je vous donne les acronymes, c'est ça ? Plan d'épargne, il y avait quoi là ? Plan d'épargne populaire, PEA c'est plan d'épargne en action, et PER c'est le plan d'épargne retraite. Et formellement, est-ce que ce sont des plans avec des versements réguliers obligatoires ? Non, pas du tout. Ainsi donc, nos élites, technocrates, politiques, superviseurs, régulateurs n'hésitent pas à utiliser des moyens propres, ce que d'ailleurs sanctionneraient l'AMF et la CPR dans leur contrôle auprès d'un établissement financier. Aujourd'hui, le grand dada qu'on a sur l'épargne populaire, c'est le LEP, le livret d'épargne populaire, où on verse quand on veut. Et en fait, vous voyez, ça révèle quand même en 40 ans l'évolution de notre société sur le regard qu'elle porte sur l'épargne populaire. Avant, on encourageait les versements réguliers. Aujourd'hui, on se limite à donner un peu plus sur des comptes rémunérés. Enfin, vous évoquiez le LEP, lui, il protège quand même de l'inflation. Bon, rassurez-moi, c'est pas vous qui parlez, vous répétez le gouverneur de la Banque de France. Parce que c'est tout simplement un mensonge. Le LEP est à 2,2%, l'inflation est à plus de 5%. Le jour où l'inflation baissera, eh bien, le LEP protégera de l'inflation, pas avant. Alors, au passage, d'ailleurs, on va rappeler que la Banque de France est l'opérateur de la stratégie nationale d'éducation financière et qu'elle clame que le LEP protège de l'inflation.
perso, j'ai quelques petites réserves sur sa capacité à dire vrai. Bon, il fait encore un peu chaud, mais notre gouverneur de la Banque de France, Villeroy de Galhau, n'aura pas froid, il est habillé pour l'hiver. Et si vous permettez, je vais en rajouter une. Pour abaisser la température. Le gouverneur, il a fait, à mon sens, une faute politique majeure, vu ses responsabilités, dans le rapport sur l'Observatoire de l'épargne réglementée en 2019. En fait, c'était un rapport. Il fait écrire la phrase suivante. Si l'ensemble des PEL souscrits avant 2011 voyaient leur rémunération fixée à 1%, taux applicable depuis 2016, le gain en termes de ressources finançant l'économie serait de l'ordre de 4 milliards d'euros. Et là, je m'étais dit, mais pourquoi donc le gouverneur évoque une hypothèse qui est la remise en cause d'un contrat existant? Vous nous en avez déjà parlé de ça à l'époque. Ouais, pourquoi? Parce que le gouverneur, c'est pas n'importe qui. Et je vais vous mettre maintenant en situation. Imaginez, vous êtes un établissement bancaire, vous avez de vieux pelles qui vous coûtent cher, et vous faites un CODIR. Vous réfléchissez, vous vous dites, ces pelles, ils nous ennuient profondément, qu'est-ce qu'on fait? On y va en force ou on n'y va pas? Et là, il y en a un qui lève le doigt et qui dit, bon, si on y va en force, a priori, ça ne devrait pas trop chagriner le gouverneur. Alors, vous foncez. Je vous rappelle l'histoire de la fermeture des pelles à la Banque Postale. C'est génial que l'UFC Que Choisir ait réussi à se battre pour faire supprimer les annulations de plans. Ça aussi, je vous en avais parlé. Mais à la base, c'était le boulot des équipes de pratique commerciale de la CPR. Or, c'est pas facile d'aller au taf pour aller râler derrière les établissements quand on a le grand chef qui a dit ce qu'il a dit. Autrement dit, la sortie du gouverneur en 2020 sur les PEL à cette occasion a, à mon sens, décrédibilisé l'organisation de la protection des clientèles dans les secteurs de la banque et de l'assurance. Mais ça, c'est pas dans le périmètre de la Cour des comptes. Bon, la Cour des comptes trouve que la dépense fiscale liée à ces fameux PEL est trop élevée. Ben, si elle le pense, elle a raison de le dire. Moi, je me permettrais juste une petite leçon de partie prenante à nos amis de la Cour des comptes. Page 66. L'avenir de l'épargne logement mérite une réflexion entre les pouvoirs publics, les établissements de crédit et les professionnels de l'immobilier. Dites donc, les amis, là, vous avez oublié personne? Ainsi, la règle du jeu de la place, c'est de régler les problèmes derrière notre dos, les épargnants. Je vous rappelle ma formule. Quand un ensemble prend en compte l'ensemble des parties prenantes, cela s'appelle un écosystème. Quand on oublie une partie prenante, cela devient un système. Eh bien, avec son propos, la Cour des comptes se range du côté du système. Mais cet avantage fiscal, il coûte quand même trop cher ou pas? Moi, je vous donne la vue historique côté épargnant. Quand j'ai ouvert mon premier PEL, je mettais de l'argent de côté totalement défiscalisé. Et puis, on est arrivé au début des années 90, il y a eu le gouvernement Rocard qui a inventé la CSG, loi de finances pour 2011, en taux de 1,1%. 91. L'épargne réglementée y échappe, sauf le PEL. Certes, on paie à la sortie, mais le sans-impôt, c'est fini. Et puis, petit à petit, on va augmenter les prélèvements sociaux. On a eu ensuite le débat sur les taux historiques. Et puis, comme on voulait se débarrasser des vieux pelles, on a décidé de taxer les intérêts à l'impôt sur le revenu après 12 ans. Donc, d'après la Cour des comptes dit que ça coûte trop cher. Sauf que si on se met du côté des épargnants et qu'on regarde d'un point de vue historique, eux, ils disent la puissance publique n'a pas respecté son contrat. Il faut juste avoir conscience que là, le clivage, il est quand même très, très, très profond. Bon, il reste quand même une question. Est-ce qu'aujourd'hui, les vieux PEL sont morts? Eh bien, écoutez, la Cour des comptes aimerait bien, mais il va falloir faire avec le droit, et j'espère avec les épargnants et les associations de consommateurs. Alors, disons-le clairement, la Cour des comptes, elle n'a pas vraiment les solutions. La solution, pourquoi? Parce que, juridiquement, un texte nouveau ne peut pas s'appliquer à d'anciens contrats. Alors, il y a différentes solutions qui vont s'envisager. Moi, je vous propose une solution pour les contrats d'avant 2011. Je dis la chose suivante. Vous ne voulez pas respecter les contrats. Vous la place. OK. Et bien dans ce cas, on se met autour de la table et puis on n'est pas en train de discuter sur des grands principes. Là, on est en train de nous dire on va financer l'économie verte et mettre fin aux côtes de bœuf sur les barbecues et puis on va faire passer ça parce que c'est l'intérêt général. Non, non. Moi, je suis prêt à ce qu'on négocie sur des pépettes sonnantes et trébuchantes. Un peu comme quand une entreprise a envie de se séparer d'un collaborateur avec des indemnités de licenciement. Eh bien, je vous le dis simplement, vous me filez 5 ans de rémunération et j'accepte de rompre le contrat. Alors je dis 5 ans, c'est du pur pifomètre, mais il faut juste savoir que les banques ont déjà provisionné dans leur compte 1,3 milliard sur ce risque. Et à mon sens, si j'étais responsable des négociations côté épargnant, ce serait, à mon sens, le point d'entrée minimal de la négo.
Jean-François Filiatre, marché gagnant sur ces vieux PEL. On se retrouve tout à l'heure avec Aldo pour répondre aux questions. Avec plaisir.